Bonsoir mesdames et messieurs. Alors donc, avant tout un petit propos introductif. Donc, nous avons la chance et le plaisir d'être réunis pour la présentation en librairie du dernier ouvrage d'Éric Suire, donc Catholiques et protestants, minorités religieuses en Europe de 1500 à 1700. Donc, je vais avoir le plaisir donc d'interroger Éric Suire avant que vous aussi, à votre tour, vous ayez cette même opportunité. Donc, bonjour Éric. Pourriez-vous avant tout vous présenter ainsi que présenter vos principaux domaines de recherche? Bien. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Donc, merci de me donner la possibilité de présenter cet ouvrage. Donc, je suis professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. J'ai accompli l'essentiel de ma carrière à l'université. J'ai un parcours finalement peu intéressant parce que très linéaire. Je suis tombé dans la marmite de l'histoire quand j'étais petit. Vers 6-7 ans, voilà, j'avais déjà cette vocation pour l'histoire. Et j'ai eu très tôt la volonté de devenir enseignant, influencé aussi, marqué par la personnalité de mes professeurs. Donc j'ai passé le CAPES et l'agrégation d'histoire en 1994. J'ai pu ensuite faire dans de bonnes conditions une thèse sous la direction du professeur Philippe Loupès, et puis j'ai été recruté en 1999 à l'université Bordeaux-Montaigne où j'exerce toujours mes fonctions. J'ai hésité en revanche entre histoire moderne et histoire contemporaine. C'est vrai qu'ayant été élève en classe préparatoire, j'ai fait beaucoup d'histoire contemporaine au cours de mes études. Et puis je crois que c'est la personnalité de mon professeur de Cagnes de cette époque, Michel Figeac, qui est aujourd'hui mon collègue et professeur d'histoire moderne, qui m'a déterminé à embrasser la cause de l'histoire moderne. Bon, j'avoue que j'avais aussi une certaine admiration pour l'Ancien Régime, qui n'a pas compté pour rien dans l'histoire de notre pays. Le choix de l'histoire religieuse a été un peu plus tardif, et là c'est vraiment la personnalité de mon maître, de mon directeur de thèse, Philippe Loupès, qui a compté. Donc Philippe Loupès était professeur ici à Bordeaux 3. Il avait écrit et publié sa grande thèse sur les chapitres et chanoines de Guyenne au XVIIe et XVIIIe siècle. Il était à ce moment-là au jury d'agrégation. Enfin, c'était une figure intellectuelle importante, et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai rencontré et que j'ai commencé à travailler en histoire religieuse. Dans différentes directions, en fait, puisque j'ai choisi de ne pas m'enfermer dans une thématique précise, mais j'ai essayé d'embrasser différents domaines de recherche. Donc j'ai commencé à travailler sur les ordres religieux à Bordeaux au XVIIIe siècle. Ensuite, mon sujet de thèse proposé par mon maître a été la sainteté française à l'époque moderne, du Concile de Trente jusqu'à la Révolution, étudié à travers les procès de canonisation et la littérature hagiographique. Et c'est en m'intéressant à la littérature hagiographique que j'ai ensuite fait de l'histoire du livre une spécialité, et qui a donné lieu à mon mémoire d'habilitation, donc soutenu en 2010 et publié chez Honoré Champion en 2011, sur la littérature hagiographique en France à l'époque des Lumières. J'ai continué d'explorer les voies de l'histoire du livre avec un petit travail sur les vies de Jésus, écrites et publiées en France et en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. C'est intéressant de constater qu'on n'a pas attendu Ernest Renan pour proposer une biographie de Jésus écrite selon des critères rationnels, mais tout en continuant de s'inspirer des évangiles. Et puis plus récemment, étant devenu membre de la Société des Amis de Port-Royal, j'ai eu la possibilité donc d'écrire la biographie d'un confesseur de Port-Royal, un prêtre du XVIIe siècle, Nicolas Le Tourneux, qui a été quelqu'un d'important dans le domaine des traductions liturgiques. Donc oui, j'ai louvoyé entre histoire du livre, histoire religieuse, histoire des ordres religieux, et c'est évidemment tout cela qui m'a conduit à écrire ce manuel sur catholiques, protestants, minorités religieuses en Europe.
Alors, justement, vous embrayez pratiquement sur ma deuxième question, qui est finalement, pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi, après avoir enchaîné sur autant de domaines et avoir récemment, en 2023, si je ne m'abuse, publié votre ouvrage sur Nicolas Le Tourneux, pourquoi avoir écrit ce manuel universitaire ? Alors j'ai écrit ce livre en liaison avec un cours que j'assure depuis 2 ans en 2e année de licence d'histoire, un cours sur catholiques et protestants en Europe. Donc c'est à partir de ces cours que j'ai eu l'idée de cet ouvrage, et j'ai eu l'idée de ce livre en fait parce qu'il n'existe pas, c'est-à-dire que dans la bibliographie que je pouvais recommander à mes élèves, il n'y avait pas de synthèse existante, accessible sur cette question malgré tout complexe. Et donc j'ai eu l'idée de ce livre parce que je ne connaissais pas d'équivalent sur le sujet. J'ajoute que j'aime beaucoup aussi écrire des ouvrages de vulgarisation, des manuels, et dans ma carrière d'enseignant-chercheur, j'ai toujours essayé d'alterner l'écriture d'ouvrages scientifiques et d'ouvrages de vulgarisation. Peu de temps après la publication de ma thèse, donc j'avais écrit un vocabulaire historique du christianisme chez Armand Collin, qui a assez bien marché d'ailleurs, qui a été l'un de mes best-sellers. Bon, qui n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui, parce qu'avec Internet, c'est très facile de s'informer et d'avoir des éléments importants sur ces notions de vocabulaire. Ce n'était pas le cas en 2004. J'ai ensuite participé à de nombreux manuels de concours. J'en ai dirigé un en 2020, lorsque le monde de l'imprimé était la question d'histoire moderne. Donc voilà, c'est à la fois l'intérêt pour la vulgarisation, je dirais, de qualité, et puis la volonté d'écrire quelque chose qui n'existait pas, qui m'a conduit à rédiger cet ouvrage. Et d'après vous, quelle serait la principale qualité d'un manuel universitaire qui serait donc destiné à un public essentiellement étudiant, mais pas seulement, pas exclusivement? Donc qu'est-ce qui fait la principale qualité d'un manuel universitaire? Alors un manuel universitaire, d'abord ce n'est pas un livre de recherche, donc qu'est-ce qui distingue les deux? Déjà, formellement, un manuel doit être un livre plus accessible, plus abordable, donc un petit livre. Celui-ci fait moins de 300 pages et ça me paraît des dimensions tout à fait correctes. Il n'y a pas de notes infrapaginales. Ces notes infrapaginales qui effraient les éditeurs parce que parfois elles repoussent les lecteurs. Donc l'écriture doit être fluide, doit être synthétique. C'est aussi frustrant d'écrire un manuel parce qu'on doit résumer les choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui m'ont servi pour écrire cette synthèse. Et parfois, malheureusement, je ne leur consacre que 2 ou 3 lignes dans le livre. Donc il faut avoir un esprit de synthèse. Je pense à quelques exemples. Le grand livre de Myriam Yardeni sur le refuge Guenot, je l'utilise, mais c'est 3 lignes d'un chapitre, ou l'ouvrage récent de Jérémy Foa sur la Saint-Barthélemy, Tous ceux qui tombent, qui a eu un grand retentissement. Bon, je l'évoque là encore dans mon chapitre sur les guerres de religion, mais c'est 2 lignes. Donc il faut accepter cela, il faut accepter de dépouiller l'écriture, d'aller à l'essentiel, de résumer, mais de ne pas simplifier. C'est-à-dire j'essaye d'écrire les choses de manière simple, mais sans les simplifier. Un bon manuel doit refléter une vulgarisation exigeante. J'aurais une petite anecdote à ce sujet à vous livrer, un échange avec un journaliste, après avoir lu un article d'un magazine qui paraît le week-end et qui portait sur la communauté portugaise de Bayonne, les maranes exilés et réfugiés dans le quartier Saint-Esprit à Bayonne, donc un sujet qui m'intéresse éminemment, et puis je connaissais les travaux d'Anne Zinc sur la question. Donc j'ai lu avec beaucoup d'avidité cet article en 2 pages, et il m'a beaucoup surpris parce qu'il y avait un certain nombre d'inexactitudes flagrantes
des propos disant par exemple que les Juifs avaient été chassés par l'Inquisition portugaise, alors que l'Inquisition ne s'est jamais préoccupée des Juifs, mais des judéo-converts, ce qui est quand même très, très différent. Et par ailleurs, ces maranes n'avaient pas été chassés, mais ils avaient fui avec beaucoup de courage d'ailleurs, en déjouant les tentatives pour les retenir. Donc je me suis permis d'écrire aux journalistes qui avaient pondu cet article pour dire qu'il y avait des petites approximations dans son travail. Et bon, j'étais persuadé qu'il ne me répondrait pas. Or, il a fait l'effort de m'écrire. Alors, je ne me suis pas présenté comme un professeur d'université, hein. Mais il a fait l'effort de répondre en disant je vous remercie pour vos remarques, mais c'est un article de vulgarisation, donc ce n'est pas très grave s'il y a des erreurs. Alors, ça, c'est difficile à admettre, hein, pour un enseignant. Non, on est obligé en 300 pages de synthétiser, de résumer, mais l'objectif, c'est quand même de traquer l'erreur et d'essayer de dire d'écrire le moins de bêtises possible. Donc voilà, c'est ça, hein. Pour moi, un bon manuel, c'est quelque chose d'abordable, de suffisamment bien écrit pour pouvoir attirer des étudiants, éventuellement des collègues, et puis un public plus large. Quelque chose qui soit au courant de l'actualité historiographique, hein, qui soit en phase avec l'évolution de l'historiographie, mais qui ne soit pas jargonnant, qui ne soit pas trop pénible à lire. Enfin, j'espère. Je confirme, il n'est pas pénible à lire. En quoi est-ce que ce travail de synthèse, donc nécessaire à tout manuel, a impacté sur la composition et la constitution de l'ouvrage? Comment avez-vous finalement construit ce manuel? Alors, ce manuel est le fruit donc d'échanges avec mes étudiants, puisqu'en fait beaucoup de chapitres sont tirés de cours, donc notamment ces cours de licence en deuxième année, de séminaires également, de cours de master, et j'ai pu m'enrichir, hein, de ce dialogue avec les étudiants, parce que c'est très bien de pouvoir tester en leur présence un enseignement, hein. On voit très vite la réaction, notamment un cours d'amphi. Quand on est face à 150, 200 étudiants, on se rend compte très vite de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Alors quand ça ne fonctionne pas, on essaye de rectifier le tir, et puis quand ça fonctionne, eh bien, on conserve l'idée. Donc il y a 19 chapitres dans cet ouvrage. Des petits chapitres, certains sont des chapitres de synthèse qui correspondent à des grands cours généralistes, parce qu'il y a évidemment des questions qu'on ne peut pas occulter, les origines des réformes religieuses, la réformation, la contre-réforme ou réforme catholique. Donc ce sont des évidences, hein. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais des coups de projecteur, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui ne sont pas des synthèses, mais qui attirent l'attention sur des événements qui peuvent passer inaperçus, mais qui ont eu un grand retentissement en leur temps. Il y a par exemple un chapitre sur la conversion d'Henri IV. Événement oublié aujourd'hui, Henri IV a changé 6 fois de religion, mais sa dernière conversion, l'abjuration de Saint-Denis, le 25 juillet 1593, a été un moment extrêmement important, attendu par les Français enfin la majorité des Français catholiques qui souhaitaient avoir un souverain de même religion. Et c'est un moment très important parce qu'évidemment les détracteurs d'Henri IV, ses adversaires, les ligueurs, n'ont pas du tout cru à la sincérité de cette dernière conversion. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux politiques et religieux au cours de cet épisode. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on retient du règne d'Henri IV, hein. Si on demande à un petit Français qu'est-ce que Henri IV a apporté, on aura peut-être droit à la poule au pot, mais ça c'est même pas sûr. On parlera surtout de l'édit de Nantes, par exemple, hein, de 1598, qui a effectivement pacifié le royaume. Mais dans l'esprit des contemporains, la conversion du roi était un moment extrêmement important. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce chapitre en montrant que finalement il y a peu de doute sur la sincérité du souverain, hein, qui a effectivement louvoyé pour des raisons politiques et religieuses, mais qui a toutes les raisons d'adhérer à la foi catholique au moment de son abjuration. Autre chapitre également qui est un coup de projecteur, c'est la contre-réforme des savants, pour montrer que la division religieuse des XVIe et XVIIe siècles, elle s'est finalement
appliquée à tous les domaines de la vie intellectuelle, culturelle et scientifique. Les théologiens, naturellement, ont été concernés, mais les scientifiques ont également été concernés. Il y a eu, dans les premiers temps de la Réformation, de grands savants protestants. Et l'Église catholique on a ressenti une certaine humiliation, et elle s'est efforcée de corriger cela, en encourageant les sciences et en attirant à Rome de grands mathématiciens comme Christophe Clavius, ce mathématicien allemand qui a contribué par ses travaux astronomiques à la grande réforme du calendrier de Grégoire XIII, donc en 1582. N'oublions pas non plus que les deux plus grands mathématiciens français du XVIIe siècle étaient des catholiques très, très pieux, très engagés. Pierre de Fermat à Toulouse, magistrat Pierre de Fermat qui était proche des jésuites, et puis Blaise Pascal, bien sûr, qui lui avait une autre sensibilité, puisque, comme chacun sait, il était proche de Port-Royal. Donc voilà, c'est un point qui peut paraître anecdotique, la contre-réforme des savants, mais elle rappelle aux contemporains que la situation du temps était très différente de la nôtre, et par exemple qu'à la fin du XVIIe siècle, protestants et catholiques n'avaient plus le même calendrier. Les dates du calendrier n'étaient plus les mêmes, parce que les protestants avaient refusé la réforme grégorienne, la réforme du calendrier grégorien. Et les pays protestants ne sont passés que tardivement, au XVIIIe siècle pour l'essentiel d'entre eux. Et donc il y avait cette situation assez ubuesque au sein du Saint-Empire romain germanique. Quand on quittait une ville ou une principauté protestante et qu'on entrait dans un domaine catholique, eh bien on perdait 11 jours parce qu'il y avait une différence de 11 jours entre les deux calendriers. Donc c'était assez difficile de conclure des transactions commerciales dans ce contexte, mais c'était celui du temps. Donc voilà, un manuel tiré d'expériences de cours et avec des synthèses, celle-ci assez proche de cours que j'ai pu assurer, et puis ces fameux coups de projecteur qui sont davantage inspirés par la pratique de la recherche. Donc finalement un manuel qui raconte l'histoire d'une division, l'histoire d'un éclatement. Comment peut-on d'ailleurs expliquer cet éclatement durable du catholicisme, donc de l'Église latine en des confessions divergentes, donc un éclatement irrémédiable, alors que finalement ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le catholicisme en Europe occidentale se divise de manière assez brutale, pour ne citer que l'exemple du schisme d'Occident, de l'épisode de la papauté d'Avignon. Pourquoi finalement est-ce que cet éclatement-là entre catholiques et protestants est irrémédiable ? Ah oui, c'est vrai que cette division interpelle parce que l'Église latine avait connu, avant l'époque moderne, beaucoup de dissidences, beaucoup de contestations. Alors on pourrait énumérer toutes les hérésies dénoncées par l'Église, les pauvres de Lyon ou les Vaudois, tout d'abord, les Bogomiles ou Cathares, ou contre lesquels donc Saint-Louis a fait la croisade au XIIIe siècle, et puis il y a eu ensuite le mouvement autour de John Wycliffe en Angleterre au XIVe siècle. Jan Hus, le grand réformateur tchèque du début du XVe siècle, il y a beaucoup de points communs avec Martin Luther, très intéressant de comparer leur trajectoire. Et c'est vrai que les dissidences anciennes n'ont pas débouché sur de véritables églises, ce qui se produit à l'époque moderne. La nouveauté de la rupture religieuse de l'Europe latine au XVIe siècle, c'est que des églises se forment, se structurent, et que la division s'est pérennisée. D'ailleurs, catholiques protestants, il y a aussi des divisions au sein du monde catholique, alors pas aussi fortes naturellement, et puis des divisions au sein des mondes protestants, puisque le protestantisme c'est une nébuleuse en soi avec des églises rivales entre elles. Je rappellerai
la réunion du protestantisme français est finalement très récente, hein, puisque c'est en 2012 que l'Église protestante unie de France est apparue, et c'est la suite de négociations qui ont été menées à partir de 1973. Mais même encore aujourd'hui, cette Église protestante n'associe pas tous les protestants français, puisqu'en Alsace-Moselle, hein, les églises n'ont pas rallié cette Église unie. Donc c'est vrai qu'on peut s'étonner, hein, de l'importance de ces divisions, et puis on peut se demander ce qui a fait le succès de la confessionnalisation, de la division confessionnelle de l'Europe latine dès le XVIe siècle. Alors je reviens à la comparaison entre Jan Hus et Martin Luther. Elle est très éclairante. Elle est très éclairante puisque ce qui a manqué à Jan Hus, c'est l'appui politique dont Martin Luther a, lui, bénéficié. Si Martin Luther a pu échapper à la mise au ban de l'Empire que Charles Quint avait lancé contre lui à l'issue de la diète de Worms en avril 1521, c'est parce qu'il est protégé par son prince, par son seigneur direct, hein, qui est l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Donc le soutien politique à la Réformation, le soutien de certaines villes, le soutien de certains princes qu'on a qualifiés de princes protestants, je pense à Philippe le Landgrave de Hesse, a été un élément absolument essentiel. Jan Hus, après son arrestation, est abandonné par tout le monde. Enfin, il est seul, hein, face à ses juges. Luther a été protégé. C'est le fameux épisode de la captivité de la Wartburg. Et puis, autre explication au succès de Luther, c'est très certainement la rivalité entre l'université de Wittenberg et l'université de Cologne, parce que Martin Luther a été le docteur d'une jeune université, et en rivalité avec l'université de Cologne, plus ancienne, plus prestigieuse, animée par les dominicains. Et donc dans ce conflit religieux entre les deux facultés de théologie, les universitaires, les enseignants de Wittenberg ont fait corps derrière Martin Luther, et les ermites de Saint-Augustin, ordre auquel appartenait Luther, ont également fait corps derrière lui contre les dominicains. Donc il y a des éléments politiques et religieux qui ont été extrêmement importants et qui ont permis à Luther d'installer durablement sa réforme. Hein, l'affichage supposé des 95 thèses, c'est le 31 octobre 1517. Les premières églises protestantes, hein, le moment où le papisme est chassé de Hesse, c'est 1526-1527. Donc il y a là une période qui a été très favorable pour le luthéranisme, alors qu'il ne dispose pas encore d'une synthèse doctrinale. Hein. Il n'y a pas de théologie luthérienne formalisée, il n'y a pas de système théologique évangélique complètement abouti, mais il y a des éléments très favorables qui montrent qu'en Allemagne, hein, les prédications de Luther ont eu un succès. On pourrait aussi mettre en avant le phénomène de l'imprimerie, hein, et l'aide que certains imprimeurs ont apporté à Martin Luther, aide de l'image également à travers son ami Luca Cranach, l'ancien, hein, qui a mis son talent au service de la réforme. Donc voilà, il y a un ensemble un faisceau d'éléments qui ont contribué à ce succès, qui ont pérennisé la réformation, mais l'élément essentiel, c'est vraiment l'élément politique. Hein. J'ai longuement parlé de Luther, mais on pourrait également évoquer la situation de Calvin à Genève, hein, la cité-État qui s'est affranchie de la tutelle du duc de Savoie, qui a adopté la réforme bernoise et qui, à travers donc l'adoption de la religion réformée, trouve un élément d'unité qui permet de lutter contre l'influence du duc de Savoie catholique. Donc
voilà les racines de la division religieuse de l'Europe. Pendant très longtemps, on a insisté sur la question des causes. On a recherché les causes de la Réformation. Lucien Febvre a écrit un très bel article dans la Revue historique 1929, 70 pages, sur les causes de la Réformation. Bon, on a un peu renoncé à cet examen des causes pour insister davantage sur les éléments du succès. C'est vrai que des causes, on peut en trouver beaucoup. Les causes de la réforme, l'angoisse religieuse, une certaine situation, non pas de déclin, mais une situation très inégale de l'Église, selon les provinces, selon les diocèses. Mais le véritable intérêt pour l'historien, c'est de réfléchir aux causes du succès, et l'élément politique est tout à fait important dans le cas de la Réformation. On doit par ailleurs à ce succès donc le fait que ces églises soient apparues, se soient implantées, aient été durables à l'échelle de l'Europe, et notamment elles vont profondément remodeler donc le théâtre politique et religieux de l'Europe occidentale, en sachant qu'elles deviennent à part entière des actrices du théâtre politique, même militaire, européen. Bon, dans le cas de la France, lorsque le protestantisme commence à s'implanter, on a tendance à résumer ça, ou du moins le limiter aux guerres de religion, mais tout ce qui concerne les relations entre protestants et catholiques à l'échelle de l'Europe ne se limite pas uniquement à des guerres, ou s'il y a des guerres, elles prennent des formes, ou elles ont des raisons et des conséquences radicalement différentes. Donc finalement, comment est-ce que les relations entre catholiques et protestants à l'échelle de l'Europe se sont établis? Alors, il y a clairement deux phases. Il y a une phase d'affrontement, parfois violent, et puis ensuite il y a une phase de cohabitation. Le XVIe siècle a été dominé par les affrontements, ce qu'on appelle depuis le XVIIIe siècle les guerres de religion, que les contemporains ont surtout analysé comme des troubles politiques, mais des espaces ont été concernés par ces guerres de religion. L'Allemagne tout d'abord, le Saint-Empire romain germanique, avec les guerres de la Ligue de Smalkalde à la fin des années 1540. La Ligue de Smalkalde, c'est une association de princes et de villes qui adhèrent à la confession luthérienne, la confession d'Augsbourg, qui a été rédigée pour la Diète d'Augsbourg par Philippe Mélanchthon en 1530. Donc là, le combat est très politique, en fait, entre l'empereur Charles Quint et puis des villes et des princes qui veulent s'affranchir de son autorité, qui veulent trouver une certaine autonomie dans l'espace germanique. La France, ensuite, a été concernée par ces guerres religieuses, alors de façon plus profonde, plus cruelle, plus longue au XVIe siècle. La période des guerres de religion, c'est 1562-1598, c'est pratiquement 40 ans. Alors pas 40 ans de troubles permanents, mais de climat de guerre civile avec des massacres. La Saint-Barthélemy est très connue, mais il y a eu aussi la Michelade quelques années avant à Nîmes, à Saint-Michel 1567, massacre de 300 catholiques par des protestants. Donc il y a eu des massacres, il y a eu des événements militaires. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment, au nom de l'Évangile, on a pu se massacrer, s'étriper pendant toutes ces années. Tout simplement parce que la religion et le sacré est au cœur des sociétés européennes. Donc c'est vraiment l'enjeu, on est prêt à se battre pour ce qui compte le plus finalement. Et la dimension religieuse est très certainement ce qui domine la vie des individus de ce temps. Les Pays-Bas se sont déchirés également un petit peu après la France, à partir de 1567. Et alors aux Pays-Bas, l'élément politique est aussi extrêmement présent, puisque outre la dimension donc d'affrontement entre calvinistes et puis catholiques, il y a la dimension proprement patriotique, puisque les 7 provinces du Nord se sont associés pour se libérer de la tutelle espagnole. C'est la guerre de 80 ans qui s'achève
qui s'achève en 1648, au moment où l'Espagne reconnaît donc l'indépendance des provinces unies. Donc une période d'affrontement, parfois très violent, avec aussi beaucoup de provocations entre croyants des différentes églises. Je pense aux pratiques iconoclastes des réformés qui ont commencé très, très tôt, destruction de vitraux, destruction d'autels, destruction de statues de saints ou de statues de la Vierge. Enfin voilà, il y a eu un moment obsidional dans les relations entre chrétiens, donc divisés de l'Europe latine. Et puis cette phase obsidionale a cessé progressivement, a été remplacée par une phase de cohabitation. Alors les historiens hésitent pour cerner le moment où tout bascule. Certains estiment que c'est vers 1650, après les traités de Westphalie, que la religion cesse de peser d'un grand poids dans les relations politiques et donc d'orienter et de façonner les conflits. On peut estimer que vers 1600, c'est-à-dire après l'édit de Nantes en France, il y a une certaine stabilisation également des relations, et on va, dans la mesure où on comprend, où les théologiens ont conscience que la scission est certainement durable entre chrétiens des différentes églises, on comprend qu'il va falloir passer à une autre phase qui est la phase de la coexistence. La phase de la coexistence, de la cohabitation avec celui qui était considéré comme un traître ou un ennemi. Cohabitation qui n'a pas été facile d'improviser. Alors, différentes initiatives ont été prises. On peut citer l'exemple de l'édit de Nantes, qui est tout à fait intéressante, puisque l'édit de Nantes, dans ses clauses, organise un devoir d'oubli. On parle beaucoup aujourd'hui du devoir de mémoire. L'édit de Nantes demande aux anciens belligérants de ne plus évoquer ce qui s'est passé au moment des troubles. Donc on essaye de réparer ce qui peut l'être, de rapprocher des familles qui ont été déchirées, en organisant en France une coexistence le plus pacifique possible entre catholiques et réformés. Et le devoir d'oubli a été un élément important de cette politique. Mais naturellement, la chronologie n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on voit on associe les guerres de religion au XVIe siècle, mais on voit des guerres de religion ressurgir au XVIIe siècle, même si elles ne sont pas exclusivement religieuses. Je pense à la guerre de 30 ans qui déchire le Saint-Empire romain germanique entre 1618 et 1648, qui est un conflit qui n'est pas du tout exclusivement religieux, qui a d'autres causes que la religion, qui est aussi un conflit politique, mais où la religion joue un grand rôle, et qui a été terrible pour l'Allemagne, puisqu'on estime que c'est peut-être 4 millions d'Allemands qui sont morts au cours de ces années. L'Angleterre également est frappée par les guerres civiles, où l'élément religieux a un rôle considérable dans les années 1640, et guerre civile qui aboutissent à l'exécution de Charles Ier en 1649. Alors la spécificité de ces conflits religieux anglais, c'est qu'ils n'opposent pas catholiques et protestants, mais protestants entre eux, puisque c'est l'Église d'Angleterre qui affronte les presbytériens dans un premier temps, et les catholiques n'ont pas de rôle, ou un rôle extrêmement minime dans ce conflit. Donc une phase de guerre de religion qui s'achève vers 1600, qui ne sont pas totalement éteintes au XVIIe siècle, mais au XVIIe siècle, c'est malgré tout la tentative de coexistence religieuse qui va s'imposer. Quelle serait, d'après vous, la part d'implication personnelle que vous avez dans la rédaction de cet ouvrage? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut qualifier d'objectif et de neutre dans ce manuel que aujourd'hui vous présentez au public? Alors,
une question intéressante parce qu'elle soulève le problème essentiel, qui est le problème de la vérité historique. Est-ce qu'il y a une vérité historique? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce que l'historien doit être neutre? Bon, alors, cet ouvrage n'est pas un ouvrage de recherche, donc c'est une synthèse qui se veut la plus neutre, la plus objective possible, et en même temps j'ai bien conscience que la vérité historique est probablement un mythe ou quelque chose qu'il est très difficile d'atteindre. Très difficile d'atteindre parce qu'on ne cesse de projeter dans le passé nos propres interrogations. Le grand Lucien Febvre écrivait « On ne fait d'histoire que du présent », et c'est très vrai. On n'écrit pas l'histoire en 2024 comme on l'écrivait en 1970 ou comme on l'écrivait en 1930. Il y a des interrogations qu'on projette dans le passé. Je pense par exemple à quelque chose de tout simple, mais c'est la gender history qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, voilà une problématique très, très neuve, quelque chose qui ne serait pas venu à l'esprit de nos ancêtres ô combien glorieux, mais même Braudel, Febvre, Marc Bloch, enfin voilà, n'auraient pas eu l'idée de ces questionnements. Donc on projette dans le passé des interrogations contemporaines, et je pense que je ne suis pas à l'abri de ce penchant. Maintenant, j'estime que l'histoire est avant tout une science ou une discipline herméneutique. C'est-à-dire que c'est une discipline qui propose des interprétations. Voilà. Et c'est aussi une discipline où, même s'il est difficile d'atteindre l'objectivité et la neutralité, il y a un phénomène d'intersubjectivité qui fait qu'entre historiens, on se lit, on se relit, on échange, et c'est cette intersubjectivité qui peut-être permet d'arriver à une certaine neutralité ou objectivité. Mais je crois beaucoup à cette idée de proposer des interprétations. Donc je propose dans ce livre des interprétations qui ne sont pas exclusivement les miennes, puisque je m'appuie sur une bibliographie abondante, mais c'est évidemment à travers mon regard, à travers la lecture que je fais de ces historiennes, historiens, que j'arrive à proposer cette synthèse. Et une dernière question avant de céder la parole au public. Avez-vous des regrets par rapport à ce manuel? Alors, des regrets, oui, certainement. Bon, on est toujours satisfait quand un ouvrage paraît, parce que ça demande un petit peu de travail, et puis il y a tout un travail éditorial aussi important. Donc, lorsque le livre paraît, c'est un soulagement et un motif de satisfaction, et puis très rapidement aussi l'inquiétude vient, parce qu'on se demande quelle sera la réaction du public, voilà, quel est l'accueil du livre. Alors personnellement, le regret que j'ai, c'est que cette Europe dont je parle, c'est principalement, exclusivement l'Europe latine. C'est l'Europe latine, c'est l'Europe occidentale. J'évoquais la France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, je parle de l'Espagne, un peu moins du Portugal, l'Italie à travers essentiellement l'État ecclésiastique, et malheureusement tout le monde de l'Europe centrale et orientale, le monde de l'orthodoxie. Je n'ai pas l'occasion de le développer dans ce livre. Il aurait fallu, oui, facilement 200 pages, 200 à 300 pages de plus pour pouvoir parler de l'orthodoxie, de parler du monde serbe, de parler du monde, même sans aller très loin, de la Bulgarie, enfin ce qui correspond à la Bulgarie, la Roumanie actuelle, les patriarcats orthodoxes, enfin ces chrétiens de rite grec qui se sont séparés de Rome dès 1054 et avec qui les contacts sont ténus à l'époque moderne, malgré tout, même si la sacrée congrégation des Propaganda Fide va lancer des missions vers le monde orthodoxe au XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, les rapports sont quand même assez minces. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir parler de cette Europe-là. Je n'en ai pas eu la possibilité, donc ce sera peut-être pour un prochain ouvrage. Pour le manuel suivant. Merci beaucoup, Eric Sueur, d'avoir répondu à mes questions.